Le 20 février 1758, Louis-Antoine de Bougainville, un jeune officier français arrivé de France en 1756, écrit une lettre à sa protectrice, Madame Hérault de Séchelles. Entre deux anecdotes sur les mondanités de la vie coloniale à Québec, il raconte à celle qu'il nomme sa chère maman les derniers événements du conflit qui fait rage en Amérique entre la France et la Grande-Bretagne depuis 1754. Il décrit ainsi un raid mené en novembre 1757 contre un village situé à la proximité de l'actuelle Schenectady, dans le nord de l'État de New York. Je cite, « Le sieur de Belestre, lieutenant des troupes de la marine, avec un détachement composé presque tout entier de sauvages, a sur la fin de l'automne surpris, pillé, brûlé un village fort riche des Palatins, établi à quelques lieues de Corlar, et en a enlevé les habitants. Dans la relation qui émènera des bureaux de la marine, on décrira fastueusement des forts enlevés l'épée à la main. Pure fiction, ni fort ni assaut. La surprise, la nuit, le feu, les cris de l'enfer, une terreur panique. Voilà tout, et c'en est assez pour entretenir cette inconcevable frayeur que les Anglais ont des sauvages, les plus lâches de tous les hommes pour qui les méprisent, les plus redoutables à qui les craint. » Si les termes de Bougainville sont plutôt forts, ils illustrent parfaitement le jugement que portent les officiers européens sur les pratiques de guerre de leurs alliés autochtones pendant cette guerre de 7 ans. Lorsque les hostilités éclatent en Amérique en 1754, les rois de France et de Grande-Bretagne envoient des troupes régulières pour défendre leurs colonies nord-américaines. Les officiers qui les commandent, qu'ils soient français ou britanniques, sont imprégnés d'une culture militaire européenne, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de conflits réglés par des lois de la guerre, des sortes de normes morales qui font office de règles un peu pour l'ensemble des armées européennes. Tout au long du conflit, les officiers européens dénient à leurs alliés amérindiens l'existence même de leur propre culture de guerre, de leur propre conception de la guerre, et il y a un choc culturel évidemment qui en résulte, et ce choc culturel est notamment perceptible dans le cadre de la guerre de siège, et plus précisément de la violence qui est associée. Donc dans cette communication, je vais expliquer la distinction que font les officiers européens entre d'une part une violence acceptable, tolérée de la guerre de siège car européenne et codifiée donc en Europe, avec ce qu'ils appellent d'autre part une violence barbare, immorale, la violence amérindienne de la guerre de siège. Un premier point à aborder concernant la violence européenne de la guerre de siège, c'est qu'elle existe. On a trop souvent l'idée de guerre du XVIIIe siècle, des guerres courtoises, aimables. C'est le vocable très péjoratif de la guerre en dentelle, un terme que j'adore et que je déteste en même temps, puisque c'est une très belle expression, la guerre en dentelle, mais c'est un ensemble de préjugés sur des guerres donc entre nobles qui se font des jeux guerriers plus que de véritables guerres, à contrario bien évidemment des guerres de la Révolution française et de l'Empire qui seraient les guerres des peuples. Malheureusement, je n'ai pas le temps de m'étendre plus que ça sur ce sujet, même si c'est particulièrement un vrai plaisir personnel que de casser ce mythe. Ce n'est pas le but de cette communication pour aujourd'hui. Tout ce que vous avez à retenir, c'est qu'au détour de phrases comme « Messieurs les Anglais tirez les premiers », avec par exemple la bataille de Fontenoy qui en est l'exemple parfait, la violence européenne de la guerre et plus particulièrement de la guerre de siège existe. Ce mythe s'appuie sur l'idée d'une sorte d'humanisation de la guerre qui serait apparue dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec notamment l'essor de la guerre de siège après la guerre de 30 ans, qui se termine en 1648. On souhaite de plus en plus éloigner la violence de la guerre avec l'avènement du siège au détriment de la bataille. Il y a un historien français, Rémy Masson, qui le note dans un ouvrage en 2013. De plus en plus, la bataille incarne la violence et le siège sa négation. Parallèlement, on constate l'émergence d'une nouvelle culture de guerre empreinte d'idéal chevaleresque. En apparence, la violence est refoulée derrière le mirage d'un affrontement plus civilisé. Donc, comme je viens de le dire, à partir de la fin du XVIIe siècle, sous l'égide notamment de Vauban, on en a légèrement parlé ce matin, l'art d'attaquer les places devient une véritable science réglée au détail près. Les sièges deviennent des opérations méthodiques qui sont pensées pour limiter au maximum les pertes humaines. Par contre, l'approche des forteresses avec ce schéma de tranchées, ce réseau qu'on peut apercevoir sur ces cartes et ces plans, n'est absolument pas sans danger pour les assiégeants. Par exemple, en 1756, un auteur français, Antoine-François Quétan, compose une très courte pièce de théâtre destinée à glorifier la prise par les Français de la ville de Minorque en Méditerranée. Une pièce nommée « Les Amours Grenadiers ». Un de ses personnages, un grenadier français du nom de Belle-Rose, fait cette définition de la tranchée. C'est l'endroit où l'artillerie tire avec le plus de furie. Chaque soldat avec ardeur y court sans ménager sa vie. La violence de la guerre de siège en Europe atteint son paroxysme lors de l'assaut. Un exemple assez fort est celui du siège de Maastricht, en Hollande, en 1673. Au cours de l'assaut, l'armée de Louis XIV subit des pertes très élevées, et notamment le corps des mousquetaires, un corps d'élite de l'armée du roi, mené par un certain D'Artagnan.
le même que celui d'Alexandre Dumas, qui meurt au cours de l'assaut. Suite à ce siège particulièrement difficile pour son armée, Louis XIV décide de créer une troupe spécialisée dans l'attaque brutale et décisive des places fortes. C'est ainsi que naît en 1676 la compagnie des grenadiers à cheval de la Maison du Roi, qui d'ailleurs, contrairement à ce que leur nom indique, combattent à pied. Ils ne font que se déplacer à cheval, mais combattent à pied. Cette compagnie, dont la devise était « La terreur et la mort », tout un programme, incarne à elle seule toute la violence de la guerre de siège. En effet, la mission de ces soldats d'élite était d'ouvrir la voie à l'armée lors des assauts des forteresses, en prenant bien soin de n'épargner strictement personne sur son passage. Tout ça dans un but de forcer les assiégés à la reddition et donc d'épargner des vies humaines, du moins du côté de l'assiégeant. Les grenadiers à cheval étaient donc l'instrument d'une violence poussée à son paroxysme, une véritable force brute au service de la guerre de siège de Louis XIV, mais justement, elle était utilisée dans le cadre très défini de l'assaut. Donc, pour cette raison, même si c'était une violence exacerbée, l'ensemble des contemporains étaient d'accord pour l'utilisation de cette violence surviolente, on va dire. Donc, c'était assez accepté en Europe. Même s'il est vrai qu'au début du XVIIIe siècle, l'usage de l'assaut se raréfie progressivement en Europe, puisque la plupart du temps, les citadelles se rendent avant l'assaut, il y a un exemple au milieu du XVIIIe siècle qui vient rappeler aux contemporains que la guerre de siège peut donner lieu à de véritables effusions de sang. À l'été 1747, la ville hollandaise de Bergen-op-Zoom est assiégée par une armée française commandée par le comte de Levendal, dont un de mes collègues a déjà parlé ce matin, un officier d'origine danoise au service de Louis XV, le Vauban danois. Le siège est long et difficile pour les Français, la forteresse opposant une résistance très coriace. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, Levendal lance un assaut qui, par sa rapidité et sa brutalité, emporte la décision. Mais après un siège long de 64 jours, qui a coûté près de 20 000 hommes à l'armée française, les assiégeants déchaînent leur fureur et massacrent environ 5 000 hommes de la garnison. Si le massacre scandalise les cours européennes, il rappelle aux officiers qui combattent quelques années plus tard en Amérique que même si la guerre est plus courtoise que par le passé, la guerre de siège peut quand même être l'occasion de massacres et de carnages assez violents. L'écho d'ailleurs de cette prise sanglante de Bergen-op-Zoom se retrouve en 1759 lors du siège de Québec par les Britanniques, puisque le 15 septembre, le commandant de la garnison française, M. de Ramsay, reçoit une délégation des bourgeois de la ville qui le supplie de capituler pour éviter un assaut britannique et un éventuel massacre. En Amérique, les officiers français ont à plusieurs reprises tenté d'éviter ce genre d'effusion de sang. Par exemple, il arrivait qu'en Europe, avant un siège, pour gagner du temps et des moyens humains et financiers, l'assiégeant envoie une sommation auprès du commandant assiégé pour tout simplement l'inciter à se rendre et donc éviter une effusion de sang, des pertes humaines, des pertes financières, mais aussi gagner du temps pour pouvoir éventuellement assiéger d'autres villes par après. Les Français reprennent cette pratique en Nouvelle-France, mais en y ajoutant quasiment systématiquement l'argument d'une certaine menace que représenteraient les guerriers amérindiens alliés à l'armée française. Dans chacune de ces sommations transparaît en effet la crainte qu'ont les officiers français de ne pas réussir à contenir la violence de ces alliés amérindiens qui, selon eux, déboucherait inévitablement sur un massacre. Un exemple en est fourni au mois de mars 1757. Le marquis de Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France, envoie environ 1500 hommes commandés par son propre frère, M. de Rigaud, pour aller prendre le fort William Henry au sud du actuel lac George dans le nord de l'État de New York, opération qui d'ailleurs se termine par un échec. D'après le récit d'un des officiers des troupes de terre qui prend part à l'expédition, les officiers français envoient l'un d'entre eux, le chevalier Le Mercier, auprès du commandant britannique pour le sommer de se rendre en ces termes. Il lui dit qu'il était envoyé par M. de Vaudreuil, son général, pour lui annoncer qu'il était à la tête d'un corps de troupes considérable dans le dessein de prendre par escalade son fort situé sur le terrain du roi son maître, et qu'il était usage, en pareille occurrence et entre peuples policés, de se sommer pour éviter un carnage qu'on ne pourrait empêcher par rapport à la grande quantité de sauvages. Quelques mois plus tard, en août 1757, l'armée française commandée par le marquis de Montcalm assiège et prend le même fort William Henry après un siège de 6 jours. En passant sur les 8000 hommes de l'armée française, d'ailleurs la plus grosse force française jamais réunie en Amérique jusqu'à présent, on compte à peu près 1700 guerriers amérindiens, soit là aussi la plus forte concentration de guerriers autochtones dans les rangs de l'armée française. Au soir du 3 août, alors que les Français viennent d'arriver devant le fort, il y a une sorte de petite escarmouche qui coûte la vie à de nombreux Britanniques. Juste après, M. de Montcalm envoie un de ses officiers auprès du commandant du fort pour le sommer de se rendre en faisant référence justement à cette escarmouche. Un officier français, le chevalier de la Pose, nous rapporte le contenu de cette sommation.
Monsieur, j'ai investi ce matin votre place avec des forces nombreuses et une artillerie supérieure et grand nombre de sauvages d'en haut, dont un détachement de votre garnison ne vient que de trop éprouver les cruautés. Je dois à l'humanité de vous sommer de rendre votre place. Je serai encore maître de contenir les sauvages et de faire observer une capitulation, n'y en ayant pas eu jusque à présent aucun de tué. Je pourrais ne pas en être maître dans d'autres circonstances. » On voit que dans ces deux exemples de sommation, il y a certes une crainte de la part des officiers français de ne pas réussir à contenir la violence des Amérindiens, mais à chaque fois, c'est comme une sorte de petite menace implicite, c'est « rendez-vous maintenant, tout se passera bien pour vous, sinon on lâche les chiens ». L'avenir donne malheureusement raison au marquis de Montcalm, puisque au lendemain de la reddition du fort le 9 août, donc dans la journée du 10 août, une partie de la garnison britannique est massacrée par les Amérindiens alliés aux Français. C'est d'ailleurs Joseph en parlait ce matin de ce massacre de William Henry. C'est ce qui a donné le roman puis le film de 1992, Le Dernier des Mohicans. Très bon film au passage. La journée du 10 août 1757 a littéralement choqué les officiers européens, qu'ils soient français comme britanniques, en cela qu'elle contrevient totalement à la culture militaire dans laquelle ils ont été bercés en Europe. En 1758, un juriste suisse, Emer de Vattel, rédige un traité, Le droit des gens ou principe de la loi naturelle appliqué à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, dans lequel il fait une sorte de synthèse actualisée des lois de la guerre et des pratiques militaires tolérées à l'époque. Concernant le sort des garnisons, il mentionne que, je cite, « Dès qu'un ennemi se soumet et rend les armes, on ne peut lui ôter la vie. On doit donc donner quartier à ceux qui posent les armes dans un combat. Et quand on assiège une place, il ne faut jamais refuser la vie sauve à la garnison qui offre de capituler. » On ne peut trop louer l'humanité avec laquelle la plupart des nations de l'Europe font la guerre aujourd'hui. On a vu avec l'exemple des grenadiers à cheval de la Maison du Roi que, oui, cette loi peut être un peu contournée parfois dans certains contextes vraiment précis, mais le massacre de William Henry ici du 9 août 1757 ne rentre absolument pas dans ce cadre selon les officiers européens et n'est donc rien d'autre que la traduction d'une cruauté exacerbée de la part des Amérindiens. Ce dont cependant ils ne sont pas conscients, c'est que le massacre des Britanniques met surtout en lumière les profondes différences existantes entre les cultures militaires des armées européennes d'une part et de leurs alliés autochtones d'autre part, et la confrontation pour le moins sanglante de celle-ci. S'il y a eu massacre, c'est parce qu'en accordant une capitulation à l'européenne à la garnison britannique, le marquis de Montcalm n'a pas pris en compte ses alliés amérindiens, qui possèdent donc leur propre culture militaire, leur propre conception de guerre, mais surtout leurs propres objectifs militaires. En n'obtenant pas les scalps et les prisonniers auxquels ils s'attendaient, les Amérindiens ont eu l'impression d'avoir combattu inutilement. Ils ont donc décidé d'aller se servir par eux-mêmes, ce qui a entraîné le massacre. Après le 10 août 1757, les officiers européens n'ont pas manqué de marquer leur rejet et leur dégoût face à cette violence amérindienne de la guerre de siège qu'ils opposent à leur propre culture militaire. Un des commentaires les plus virulents se retrouve sous la plume de Louis-Antoine de Bougainville, que j'ai déjà mentionné en introduction, dans une lettre à son frère datée du 17 septembre 1757. « Soyez bien persuadé, mon frère, que nous avons frémi de l'horrible action des sauvages après la capitulation. Le spectacle en fut affreux. La peinture seule ferait frissonner, et la peinture serait 1000 fois au-dessous de la chose même. Hélas, votre frère demeurera-t-il encore longtemps au milieu de ces barbares? Sans doute le général et les officiers français ont exposé leur vie pour sauver celle des malheureux Anglais. Nous avons partagé avec eux le peu que nous avions, ils le publient et s'en louent. Mais ces sauvages et ces autres plus que sauvages sont nos alliés et leur infamie souille notre gloire. Mon frère, nous avons tous le cœur ulcéré, au point que dans un moment d'indignation, les officiers de nos troupes voulaient demander à faire seuls la guerre de leur côté et refusaient pour compagnons d'armes des monstres capables de nous déshonorer. » Bougainville poursuit même dans cette même lettre en affirmant la crainte qu'il a de voir cette violence amérindienne détériorer un peu sa propre culture de gentilhomme et noble européen. Il s'est passé dans cette occasion des traits de fureur et de bassesse incroyables que l'on ne peut écrire et que je voudrais du meilleur de mon cœur pouvoir oublier. Mais malheureusement, je n'ai que trop vu moi-même et trop entendu. Je vais plus loin. L'air qu'on respire ici est contagieux, et je crains qu'un plus long séjour ici ne nous fasse prendre les vices de gens auxquels nous ne communiquons aucune vertu. Jusqu'à l'été 1757, la violence amérindienne de la guerre de siège était certes perçue comme cruelle par les officiers français et britanniques, mais nécessaire dans cette partie du monde, puisqu'il y avait une guerre non européenne, on va dire. Après l'épisode de William Henry, cependant, les officiers français vont perpétuellement essayer de se dissocier de ces événements et des actes de leurs alliés amérindiens, rappelant sans cesse qu'ils sont au moins autant choqués que les Britanniques du massacre du 10 août. Du côté britannique, le massacre de William Henry va être constamment rappelé en fait aux Français comme une tache sur l'honneur des armes de Louis XV.
Par exemple, le 26 juillet 1759, en plein siège de Québec, James Wolfe envoie une lettre au marquis de Vaudreuil qui montre que près de 2 ans après, la rancœur est encore extrêmement tenace du côté des Britanniques. Monsieur le général Wolfe, par une lettre interceptée écrite du camp de Beauport, apprend que 3 grenadiers du régiment royal américain, pris il y a quelques jours, étaient destinés à être brûlés vifs dans votre camp. Monsieur Wolfe désirerait de savoir ce qu'ils sont devenus pour régler à l'avenir là-dessus sa conduite. Les troupes britanniques ne sont que trop ulcérées. Les cruautés énormes qu'on a déjà exercées, et surtout la basse infraction de la capitulation du fort George, nom français du fort William Henry, sont encore présentes à leur cœur. De tels actes méritent et trouveront certainement à l'avenir, s'ils sont réitérés, les plus sévères représailles. Toute distinction cessera entre Français, Canadiens et Indiens. Tous seront traités comme une troupe cruelle et barbare altérée de sang humain. Vaudreuil répond par l'intermédiaire de Bougainville, qui tente de rappeler que le massacre de William Henry a aussi choqué les officiers français, et donc n'est en rien imputable au marquis de Montcalm et aux Français. Monsieur le marquis de Vaudreuil ne m'a point chargé de répondre aux menaces, aux invectives et aux citations dont est remplie cette lettre. Rien de tout cela ne nous rendra ni craintifs ni barbares. Nos procédés sont connus en Europe, et nos papiers publics font foi de notre juridiction sur l'infraction de la capitulation du fort George. Mais la violence amérindienne de la guerre de siège n'est pas la seule qui puisse être critiquée. Il arrive que la violence dont font preuve les Européens dans le cadre de ces sièges soit aussi source de reproches. Au mois d'août 1760, alors que la Nouvelle-France agonise, une armée britannique assiège le fort Lévis, situé sur une île au milieu du fleuve Saint-Laurent, à peu près à mi-chemin entre le lac Ontario et Montréal. Le commandant français du fort, Pierre Pouchot, malgré la faiblesse des 300 hommes de sa garnison face aux 11 000 Britanniques, parvient à arrêter les Britanniques pendant près d'une semaine. Dans son récit du siège, Pouchot raconte que c'est sa défense acharnée qui pousse le général assiégeant, Jeffrey Amherst, à utiliser des moyens totalement démesurés pour l'obliger à capituler. En effet, dans l'après-midi du 25 août, Amherst décide de bombarder au moyen de boulets incendiaires le fort Lévis. Sur les plaintes des officiers de sa garnison, Pouchot écrit alors à Amherst, critiquant « cette façon de faire la guerre que l'on ne mettait en usage que contre des rebelles, une brave garnison ne méritant pas un pareil procédé ». Il reproche en fait ici à Amherst d'user abusivement d'une violence contraire aux lois de la guerre. Dans son traité de 1758 que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, le juriste suisse Emer de Vattel se penche sur la question des bombardements. Lorsqu'il vient au moment des bombardements incendiaires, il précise que ceux-ci sont autorisés quand on n'a pas d'autre moyen de forcer un ennemi à faire la guerre avec humanité ou de le punir de quelque autre excès. C'est précisément cet argument qui est constamment mis de l'avant par les Britanniques pour justifier en fait l'usage du bombardement incendiaire du fort Lévis. Ils souhaiteraient en fait tout simplement punir les Français d'un comportement inacceptable, par extension celui de leurs alliés amérindiens, et au premier rang desquels, bien évidemment, le massacre de William Henry, encore et toujours. Plus encore, les exactions commises par les Amérindiens justifient, aux yeux des Britanniques, cette surenchère de la violence utilisée dans les sièges. Une violence certes européenne, mais toujours encore avec une surenchère en fait, de cette violence. Après 1757, la violence européenne de la guerre de siège est exacerbée au fur et à mesure du conflit par les Britanniques, notamment lors du siège de Louisbourg en 1758, qui subit un fort bombardement aussi, et James Wolfe, qui s'illustrera un an après à la prise de Québec, notait pendant ce siège la légitimité de représailles britanniques. Quand les Français sont dans le deuil, ils sont prêts à protester au nom de l'espèce humaine. Quand la fortune leur sourit, il n'y a pas plus sanguinaire et inhumain. En changeant fondamentalement la nature de la guerre, Montcalm nous a obligés en quelque sorte à une atroce vengeance préventive. Personnellement, je trouve que cette citation est extrêmement parlante puisqu'elle justifie exactement tout ce que je viens de dire, cette surenchère constante de la guerre de siège et de la violence. C'est vous avez volontairement laissé les Amérindiens massacrer notre garnison, donc arrêtez de vous plaindre, on va faire la même chose. Ce constant désir de représailles explique par exemple en partie le bombardement de Québec à l'été 1759 par Wolfe, ainsi que l'usage de boulets incendiaires sur le fort Lévis par Amherst en août 1760. D'ailleurs, pour la petite anecdote, devant la plainte de Pouchot, Amherst ne fait que répliquer que rendez-vous maintenant en étant prisonnier de guerre ou on continue de vous bombarder de manière incendiaire. Voyant le désespoir de sa situation, Pouchot capitule au soir du 25 août et c'est ça. Dans cette communication, je me suis intéressé au discours entourant la violence de la guerre de siège en Amérique du Nord pendant la guerre de 7 ans. J'ai donné la parole aux officiers français et britanniques qui ont vécu un véritable choc en constatant les pratiques guerrières amérindiennes. Un Bougainville est par exemple extrêmement éloquent à ce sujet. Mais ce discours n'est rien d'autre que le résultat de la confrontation de deux cultures militaires.
Comme je l'ai montré, les exemples ne manquent pas qui prouvent que la violence, loin d'être une spécificité amérindienne, est également très présente dans la pratique de la guerre de siège en Europe. L'étude des mentalités militaires des officiers européens ayant combattu en Amérique pendant la guerre de 7 ans permet ainsi de dépasser une sorte de dimension factuelle d'un récit linéaire des événements ayant mené à la chute de la Nouvelle-France et de s'intéresser aux facteurs culturels de la prise de décision sur le champ de bataille. Ainsi, comprendre les mentalités militaires permettrait de répondre à un double questionnement. Comment fait-on la guerre, mais surtout, pourquoi la fait-on de cette façon? Je vous remercie.